je dois toujours analyser l'hypothèse ou la possibilité de faire une fondation superficielle. Sinon, je peux essayer de renforcer et d'améliorer le sol, c'est le contexte dans lequel on va parler. Sinon, aller vers une fondation profonde. Donc ça, c'est la logique. Okay. Donc, lorsque je veux, on va dire, matérialiser ça, et ce transparent, il est très important, s'il vous plaît, essayez de le voir et de le comprendre. Dans le contexte, ici, à peu près, il y a un bâtiment, on a dit pas mal de fois, le centre des chefs postaux, un bâtiment de R+6, qui est à peu près sur l'axe de l'avenue Mohamed V, derrière l'avenue de la République. Ce bâtiment, il est à 6 étages, avec un sous-sol peut-être. Alors, bien sûr, sachant bien, ou connaissant bien ce que peut subir un bâtiment de R+6 d'après les photos que je vous ai montrées, alors on revient maintenant au comportement de l'ingénieur tunisien, on va dire c'est très risqué, je ne vais pas me casser la tête, je vais faire des fondations profondes jusqu'à où? Jusqu'à, en fonction du lieu, 50 mètres au moins. Et c'est ce qui a été fait pour ce bâtiment. Pour ce bâtiment, c'est un cas. J'ai eu l'occasion d'avoir le dossier de la part de l'ingénieur ministère d'équipement dont le coût des fondations est de 40% de l'ouvrage. La partie enterrée du bâtiment, ça peut venir, elle coûte 40% de tout l'ouvrage. Et ça, c'est quelque chose d'anormal, de superflu, ça ne peut pas avoir. Alors, maintenant que je t'ai montré, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement me dire, pourquoi ne pas renforcer le sol jusqu'à une profondeur qui avoisine, on va dire les 20 mètres? Et bien sûr, lorsque je prends cette solution, un problème de passement qui va se produire. Parce que les couches qui sont là sont encore compressibles. Donc, je dois gérer un problème de passement pour que le passement soit admissible. Et de là vient l'idée de renforcer ou améliorer le sol. Ce que je présente ici, ça peut être, on va dire, des colonnes, des drains, tout ce que vous voulez. Et ce n'est pas des vieux en béton armé qui vont jusqu'à au moins 50-60 mètres de profondeur. Et c'est comme ça qu'on va dire on commence le raisonnement. Donc ici, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. N'oublions pas que lorsque je parle de fondation superficielle, il y a plusieurs possibilités. Des semelles, un radier, bon, c'est pas très encourageant sur la base de Tunis, mais la deuxième option, c'est de renforcer le sol par plusieurs techniques, les colonnes, les acclusions rigides, etc. Et puis les fondations profondes. Mais là, j'ajoute quelque chose d'important. Si je compare 2 par rapport à 3, je suis sûr qu'il y a un gain sur le coût et sur le temps de réalisation. Donc c'est là la problématique. La problématique, c'est qu'on veut construire quelque chose de stable, mais bien sûr en optimisant le coût, que ce soit au niveau des matériaux, voilà, de la technique, et au niveau du temps. Donc et là, on va dire, on s'oriente vers l'amélioration, on va dire, des argiles molles. Donc, on peut ce qu'on appelle accélérer la consolidation primaire en assurant le drainage, mais on peut également augmenter la portance et réduire le passement en renforçant le sol par des éléments plus rigides que le sol lui-même. C'est ça l'idée. Donc, lorsque je pense améliorer un sol, il y a l'amélioration des caractéristiques mécaniques, de portance et de passement, et par la suite, bien sûr, l'accélération du drainage. Bon, parmi ces techniques, il y a ce qu'on appelle le préchargement. Bon, le préchargement, ça veut dire quoi? Il va falloir, par exemple, monter un remblai sur le sol, d'accord? Bien sûr, avant la construction de l'ouvrage, et par la suite, l'argile molle saturée, lorsqu'elle est soumise à un chargement, elle va bien sûr se consolider et il va en résulter un tassement dans l'évolution est à peu près comme vous voyez ici. C'est-à-dire, regardez bien, je vais par exemple monter un remblai qui apporte une contrainte P, le temps qui est très court, voilà la montée du remblai. Ce remblai dans la charge est maintenu constante dans le temps, va me permettre de voir le tassement comme ça. Un petit tassement au départ, mais le tassement petit à petit va augmenter. Et il lui faut un temps très très long pour atteindre une certaine stabilisation. C'est ça l'idée. Donc ça veut dire lorsque je précharge, il y a un certain temps à attendre pour obtenir un tassement. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que le tassement, c'est un peu plus compliqué, parce que le tassement peut être ce qu'on appelle de consolidation primaire qui s'accompagne par le drainage de l'eau.
mais il peut en résulter ce qu'on appelle un fluage du sol, c'est-à-dire le sol lui-même peut être déformé, les grains du sol sous l'action de la charge. Donc l'idée du préchargement n'est pas très difficile comme le montre ce diagramme, c'est-à-dire voilà la charge de notre projet réel, et voilà le cours de tassement. Mais moi je dois mettre normalement une charge supérieure T1, et de sorte que si j'attends par exemple un temps T2, ou T1 plutôt, le tassement sous l'action de P1, le préchargement, il est supérieur à la charge P0, donc qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais résorbé tout ce tassement-là. Bien sûr, il faut attendre un certain temps. Et qu'est-ce qu'il reste? Lorsqu'on va mettre, on va dire, la charge 0, il ne va pas rester grand-chose. C'est-à-dire, le préchargement, il a pour but de réduire le tassement avant de construire l'ouvrage. Et lorsque vous construisez l'ouvrage, pratiquement, il n'y aura pas beaucoup de tassement. C'est ça l'idée du préchargement. Mais bien sûr, ça veut dire que, d'une certaine manière, nous faisons une consolidation partielle. C'est-à-dire la consolidation. Si j'attends le temps T2, ça me donne un T2, en réalité, pour que le sol se consolide sous P0, il lui faut à peu près tout ce temps-là. Alors que moi, je vais attendre. Donc, je vais avoir une consolidation partielle du sol. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'on va dire maintenant. Donc, parce que lorsqu'on raisonne tel que je l'ai montré, il n'y a que le drainage vertical. Mais nous pouvons faire ce qu'on appelle des drains verticaux pour essayer de faire travailler la perméabilité horizontale du sol. C'est ce qui est écrit ici. Le tassement d'une argile molle pose de sérieux problèmes, ça on a compris. La perméabilité très faible, donc elle rend le temps de consolidation très prolongé, parce que le drainage de l'eau n'a lieu que dans la direction verticale. Donc je peux réduire le temps de consolidation en exécutant ce qu'on appelle des drains verticaux avec le préchargement. Et le schéma qui est là, il est très très parlant. Parce que regardez bien ce qu'on fait. On monte un remblai dans la crête initialement et à ce niveau-là. Voilà le remblai, on va dire. Ok? On met sous le remblai une couche drainante, et voilà les grains verticaux. Et voilà, ici. Bien sûr, on met des piézomètres, on met ce qu'on appelle des bassomètres, pour suivre un peu l'évolution. Qu'est-ce qui va se passer, bien sûr? Ce qui va se passer, c'est que l'eau, au lieu peut-être d'aller verticalement vers la couche drainante, elle va plutôt aller vers les drains horizontalement. Et ceci accélère beaucoup la consolidation de l'argile par les drains verticaux, parce que tout simplement, ces drains sont espacés de l'ordre du mètre, alors que l'épaisseur de la couche, elle a une épaisseur de l'ordre de 10 mètres. Donc on gagne sur la distance de drainage, notablement, et sur la perméabilité du sol horizontale, qui est beaucoup plus grande que celle suivant la verticale. Et voilà, on va dire schématiquement ce qu'il y a. Ces flèches en noir expliquent exactement le trajet de l'écoulement d'eau, aussi bien vers les drains verticaux, et que même vers la couche drainante en haut. Et voilà un peu le phénomène qui se passe. S ici s'appelle l'espacement entre les drains. Donc, les drains verticaux, il y a, permettant bien sûr de créer artificiellement des chemins de drainage après la mise en place. On peut faire de plusieurs manières. On a deux types de drains verticaux. En général, de nos jours, on utilise les géodrains, alors qu'on peut utiliser des drains de sable, par exemple. Bon, les drains de sable, je vais juste montrer, on va dire, une illustration très rapide. Donc là, c'est un mode de mise en place utilisé en Tunisie pour les projets de réservoir pétrolier, qui s'appelle les pieux de sable. D'accord, vous voyez comment on a une pointe fermée, on va enfoncer le tube avec un membrane. Lorsque vous enfoncez le tube, le sol va être refoulé de part et d'autre. Lorsque vous atteignez la profondeur qui est là, vous allez remplir par du sable. Et en retirant le tube, le sable sous l'action du sang va être en place. Et voilà, vous avez le grain de sable. Donc finalement, ce n'est pas une substitution du sol, c'est plutôt un ajout de matériaux drainants en compressant un peu le sol. D'accord? Donc, les drains verticaux préfabriqués, c'est un peu différent, parce que le drap verticaux préfabriqué, peut-être l'avantage, c'est le pouvoir drainantaire, il est beaucoup plus fort que les drains de sable. Et là, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que le produit, il est bien contrôlé. Porte-chauffe pour un drain vertical, c'est nos les géodrains. Voilà à peu près la forme interne. C'est une mèche en carton dans laquelle vous avez un noyau.
Le noyau, c'est un matériau synthétique qui est très très drainant. Et l'entouré de ce petit géotextile filtrant, je parle qui laisse passer l'eau à travers le filtre seulement, et par la suite l'eau va monter comme ça. Bien sûr, pour des besoins de calcul, on suppose qu'il est axisymétrique et il y a pas mal de choses derrière. Le mobile est la conception des drains verticales, et que bien sûr, lorsqu'on va les mettre, il y a un certain espacement entre les drains. Un drain, elle a un drain, elle a un autre drain. Autour du drain, géométriquement, vous découvrez un domaine d'influence, les drains carrés, si le maillage est carré, et vous dites qu'il est équivalent à un cercle de diamètre des E pour faire les calculs qu'on peut faire, par exemple, dans le cas d'un maillage triangulaire, carré ou la ligne. C'est ça l'idée. Donc, les drains verticaux permettent d'accélérer la consolidation du sol, et essentiellement, donc là je montre juste la vague des drains verticaux parce que finalement il y a un écoulement radial ou horizontal, il y a un écoulement vertical. Là c'est la courbe en pointée des parcours U égale F de TD. Et la théorie de Terzaghi. Par contre ici ça donne des courbes de la théorie de Baron, qui s'avère être le premier à résoudre l'équation de consolidation horizontale. Donc là, vous avez le moyen. Je vous montre une illustration pour un projet, mais pour laquelle on n'a pas de résultats. Là, c'est le pont à Desboulettes. Là, c'est dans le lac Nord. Là, c'est le lac Nord. Là, c'est le remblai, l'arnaud en gagnant sur le lac pour venir du côté de Karamouni. Je suis obligé de vous montrer un peu dans le lac. Donc voilà ici. Qu'est-ce que vous voyez ici pour analyser un peu? Vous voyez le géodrain. Ah, le géodrain. Donc, sa mise en place à un géodrain, il va enfoncer le géodrain, par la suite on va le couper, mais vous voyez qu'il y a du sable en surface. Le sable n'est qu'à la couche de rayon. D'accord? En surface. Et là, vous voyez bien sûr un maillage, un choufou du géodrain, et là, bien sûr, vous voyez comment on forme ce système, mais le plus important, on met des tassomètres pour suivre le tassement du sol. C'est au bout de combien de temps le tassement va se produire. Donc, une courbe intéressante pour comprendre un peu quel que soit l'espacement, le tassement va se produire d'une manière significative. Vous consolidez le sol, mais d'une manière accélérée. Mais les drains n'ont aucune résistance. Ça veut dire que le tassement va se produire. Par exemple, il chauffe le tassement de 1 mètre, qui peut loger à géodrain, c'est quelque chose de normal. Ça veut dire que vous consolidez la base du par des géodrains, et quel que soit l'espacement, le tassement, il est le même, par rapport à d'autres choses. Bon, je passe à un autre projet pour lequel on a des résultats, pour comprendre mieux. Comprendre mieux qu'est-ce qui se passe. Là, c'est l'échangeur Cyrus-Legrand, il a été fait dans le cadre de la thèse de la MES, au cours de la construction. Le remblai d'accès, ça va la partie qui va du niveau bas vers le pont. Il y a un remblai d'accès en forme triangulaire, et sous ce remblai, ils ont mis des géodrans. Voilà un peu ce qui a été fait. Là, voilà une coupe, enfin une vue de dessus, et là, vous voyez pas mal de tassomètres au niveau de la largeur du pont, bien sûr. Là, vous avez des tassomètres hydrauliques, tassomètres multipoints et tassomètres actifs. Donc, vous avez pas mal de tassomètres de 3 types pour mesurer le suivi du tassement. Là, on a une coupe du remblai avec des géodrains qui arrivent à peu près jusqu'à 18 mètres de longueur, un géodrain à peu près hadlana. Vous voyez? Là, bien sûr, l'espacement entre les géodrains, plutôt égal à 1,1. Et là, vous avez 3 points importants dans le lèvre de ces hanches. A, l'axe, B, la crête, et C, pied. Axe, crête, pied. Et là, on a mis les tassements, les tassomètres de différents types, un peu partout. D'accord? Et là, je vais montrer des courbes intéressantes. Vous voyez surtout le temps. Donc, au lieu d'avoir un tassement de 30 cm au bout peut-être quelques dizaines d'années, avec les géodrains, vous voyez qu'au bout de 90 jours, bon, on a pas marqué, on suivi au bout de 90 jours, par la suite à parole, mais malheureusement que les cours commencent à se stabiliser. Ça veut dire que au niveau, dans l'axe du remblai, dans l'axe du remblai, on va dire par 3 tassomètres. Vous voyez que le tassement varie de 10